TNA, TNA, TNA. Mes amis, c'était ce que JBL, John Bradshaw Layfield, avait littéralement crié dans le vestiaire des extras lors d'un tryout WWE que j'avais eu en Californie en 2008. Mai 2008, si je dis pas de bêtises. Sur lequel je reviendrai bien évidemment dans, je pense, quelques-unes TLR Stories, oh oui, oui, mais notamment la prochaine sur toutes mes interactions avec Vincent Kennedy McMahon. Oh oui, oh oui. Et donc c'était en 2008, mais bon, pour vous donner un peu le background et surtout pour faire l'introduction de cette hashtag TLR Reviews de TNA Wrestling du 31 octobre 2024 depuis Détroit dans le Michigan. Donc j'ai eu la chance de faire ces essais tryouts mai 2008. J'en avais eu 5 en une semaine, c'était un truc de ouf. On avait fait Raw et SmackDown, puis après il y avait 2 ou 3 jours off, et après ils avaient fait 2 tapings de SmackDown en avance, un samedi et un dimanche, et lundi il y avait Raw. Donc en fait en une semaine, genre ouais, à peu près 8 jours, j'avais fait 5 tryouts WWE. Et le lendemain de Raw, c'est-à-dire le lendemain donc du lundi, le mardi, j'avais eu ma toute première vraie interaction avec Vince McMahon en personne. Je vous en dis pas plus. Allez, je vais vous le dire, c'était pour le tournage d'une publicité avec John Cena. Voilà, j'en dis pas plus. C'était un truc de ouf, c'était une histoire de ouf. La vie, les amis, ma carrière dans le catch, c'est un truc de ouf. Ben, de toute façon, la carrière de n'importe qui se lance dans le catch et qui se donne les moyens et qui bosse dur. Oh oui, oh oui. Et donc, dans un de ces essais, je me souviens, c'était la deuxième partie parce que ça s'était fait en. Il y avait eu 2 groupes différents. Moi, j'avais eu la chance avec un ami américain, Lee Coyle, avec qui je m'étais entraîné chez Landstorm. Landstorm qui est producteur à TNA d'ailleurs, justement. Et c'est Landstorm qui m'avait eu ces essais donc en Californie. Parce qu'à l'époque, j'y étais pour m'entraîner et prendre de l'expérience. 2 ans après avoir terminé mon entraînement chez Lens. Et donc, dans la deuxième partie de ces tryouts, bah écoutez, les amis, alors autant vous le dire, il y avait dans le groupe des extras. Et les extras, c'était ce qu'on a fait à Backlash et à Lyon, à SmackDown, c'est-à-dire des catcheurs locaux qui viennent, qui éventuellement font des essais à l'époque, maintenant c'est plus le cas. Et s'il y a besoin, on les met dans des segments de sécurité, dans des segments des squash matchs ou des trucs comme ça. Et donc, dans cette deuxième partie, c'est-à-dire les 2 SmackDown qu'il y avait eu et Raw, ce qui s'était passé dans le nord de la Californie. Les premiers shows étaient dans le sud, c'est-à-dire Los Angeles et. Los Angeles, c'est quoi? Je crois les 2 à Los Angeles d'ailleurs. Et les 2 autres, ils avaient été dans le nord, c'est-à-dire plutôt San Francisco, Oakland. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est Oakland. Oakland et San Francisco, il y a eu les 2. Et bref, lors de cette deuxième série de tryouts, donc samedi, dimanche, lundi, il y avait eu en extra Joey Ryan de la PWG, pour ceux qui connaissent, qui a eu d'ailleurs, il s'est fait cramer par MeToo, je crois, ou les Speaking Out, je crois. Il y avait TJ Perkins, il y avait Brian Cage, qu'ils avaient fait venir exprès, je crois, de Floride ou quoi, parce que je sais plus s'il était en Californie à l'époque, mais Brian Cage qui était tout fin à l'époque. Hein. Bon, il était balèze, bel esprit. Oui, oui, je crois qu'il faisait équipe avec Eli Drake d'ailleurs, enfin avec Ellen Knight sur les Indies en Californie. Il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, Brian Cage ou Logan quelque chose. Non, c'est à la FCW qu'ils l'ont appelé Logan parce qu'il s'est fait signer à ses tryhards. D'ailleurs, c'est une histoire de fou, ça aussi. Je vous dis, j'en parlerai quand je ferai cette story. En fait, je ferai une TLR story sur mes différents tryhards de WWE. Je vous dirai tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment ils ont été mis en place, etc. Et bref, tout ça pour dire. Et donc, dans cette deuxième série de tryhards, on était là, mais il y avait que des mecs, j'ai envie de dire, de taille relativement moyenne, de taille relativement moins d'1m80, quoi. Comme moi, comme TJ Perkins, comme Joey Ryan. Et là, en fait, donc on est dans le vestiaire des extras, on se change parce que je crois qu'ils voulaient qu'on fasse un peu des sessions de lutte dans le ring. Oui, on avait eu des matchs d'essai, oui, d'ailleurs, j'avais été pourri, mon Dieu, c'était horrible. Bon, bref. Et là, en fait, donc la porte du vestiaire, c'était même pas un vestiaire, c'était un placard à balai où on se changeait, quoi, une sorte de boiler room. C'est genre où il y avait des machines, peut-être, je crois que c'est, il me semble que c'est où ils faisaient la lessive, ouais, voilà, il y avait des machines à laver et des sèche-linges. Et nous, on se changeait là-dedans, il y avait 2 ou 3 chaises. Et là, en fait, donc on est en train de se changer, et là, tout d'un coup, on entend une voix qui gueule TNA, TNA, TNA. Et c'est JBL qui part en rigolant. En fait, grosso modo, c'est sous-entendu parce qu'on était beaucoup trop petits pour la WWE, on n'avait aucune chance, et donc il valait mieux aller taper à la porte de la TNA. Voilà.
Et donc, mes amis, avec cette introduction, parce que finalement, je suis allé à la TNA en 2016, oui, oui, après avoir fait terminer ma carrière, ma première partie de carrière à NXT, oui, oui. Et c'était en 2016. Donc 8 ans plus tard, après que JBL ait crié TNA, 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 et ben j'y suis allé. Oui, oui. Et je sais qu'il y en a qui se souviennent de cette histoire. Il y en a un ou deux dans les commentaires, ils m'en ont parlé en disant TNA, TNA, JBL avec le smiley qui rigole en pleurant. Mais oui, oui. Le bel esprit, si vous en souvenez, parce que je crois que j'en avais parlé dans une interview avec Beast. Et franchement, ça me fait rêver, les gars. Ça me fait rêver, les gars, que vous ayez cette mémoire et que mes histoires vous aient marqué. Et c'est pour ça que non seulement je continue, je vais pas arrêter, mais c'est pour ça que les reviews, même si ça demande beaucoup de boulot, bah oui, cette semaine, quand même, un 5e show qu'on fait, hein, je dis pas de bêtises, Havoc, Raw, NXT, Dynamite, ouais, TNA, et demain il y aura SmackDown, et après Crown Jewel. Donc oui, grosse semaine, mes amis, quand même. Hein. Mais ouais, ça demande beaucoup de boulot, mais c'est bien, je partage, et puis moi aussi, ça me fait du bien. Et ça me fait du bien, donc, de me refamiliariser avec notamment des produits que je n'ai pas regardés depuis des années, et cela inclut donc TNA Wrestling. La dernière fois que j'avais vu vraiment un show TNA, que je vous dise pas de bêtises, c'était, alors il y en avait eu un avec Beast, on était allé à des enregistrements de télé à San Francisco d'ailleurs, où c'était LA Knight qui m'avait fait rentrer dans les vestiaires. Je fais yo frérot, I'm in town, est-ce que je peux venir? Ouais, vas-y, bien sûr, viens à cette entrée, je te fais rentrer, y a pas de problème, nickel, tu vois, je rentre, et là c'est top. Je crois qu'il y avait Beast avec moi, d'accord, ouais, je l'avais fait passer pour un pote ou un frère, je sais plus, un cousin. Et fuck, il y avait tous mes anciens potes d'NXT, il y avait Sami Callihan, il y avait Sawyer Fulton qui faisait ses débuts ce soir-là, il y avait Eddie Edwards que j'avais bien connu quand j'y étais, il y avait Moose aussi, enfin, énorme, c'était genre limite comme si je revoyais plein d'anciens potes, pas comme si j'étais chez moi, mais la vibe et tout. D'ailleurs, ça me faisait délirer parce que c'est pas que j'étais tellement confortable dans le vestiaire, mais il y avait tellement de gens qui me connaissaient. Il y avait Taya Valkyrie qui m'a fait un gros câlin aussi, que j'avais connu à la World of Hurt en 2010 quand on avait fait l'émission chez Lens. Et en fait, j'étais tellement genre en mode putain, mais tout le monde le connaît, c'est qui ce gars-là? Il y avait Karrion Cross d'ailleurs, Karrion Cross et Scarlett Bordeaux aussi, ils étaient à la TNA à l'époque. Donc, que même les producteurs ils disaient mais c'est qui ce gars là, genre en mode il y avait D'Lo Brown, je m'en souviens, D'Lo Brown et Tommy Dreamer, ils étaient venus en mode hey how are you man, tu vois, mais genre hey, t'as l'air d'être quelqu'un entre guillemets, quelqu'un mais pas quelqu'un d'important, mais genre en mode quelqu'un que les gens connaissent quoi, et voilà quoi, tu sais, on va pas poser la question genre oh qu'est-ce que tu fais là, t'es qui toi, tu vois. Donc bel esprit. Donc ça c'était en février 2019 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et après, il y avait eu un show en Angleterre, il n'y a pas longtemps, en octobre de l'année dernière, il y a un an quasiment, oui, ça quasiment un an, presque jour pour jour. C'était quand ils avaient fait le gut check en Angleterre. Et là, j'avais vu un live event. Un live event, c'était où déjà? Je sais plus, c'était pas loin de Londres, à 1h30 de Londres, et j'avais fait la route avec Doug Williams. Énorme. Énorme. Passer 2 heures aller-retour, 2 heures aller, 2 heures retour avec Doug Williams. Un truc de ouf, mes amis. C'était, j'ai adoré. Déjà, l'expérience était bien de revoir tous les gens à TNA et Gutcheck et tout ça, mais le road trip avec Doug Williams, bel esprit encore plus. Oh oui, oui, ça valait presque juste ça, le détour. Oh oui, oui. Et donc, mes amis, comme vous le voyez, j'ai ressorti la tenue spéciale TNA. Ça, c'est un t-shirt que j'adorais. Je le mets plus trop parce que déjà, il est super serré. Et deuxio, je veux le garder, je veux pas trop l'abîmer. Et en fait, je l'ai tellement mis à l'époque quand j'y étais à TNA, d'ailleurs, la casquette aussi. Oh oui, oh oui. Ça, c'est la tenue que j'avais à tous les tapings TNA quand j'arrivais dans les vestiaires. Il n'y avait pas besoin de costard, c'est pas comme à la WWE, il fallait mettre un balai dans les fesses et s'habiller avec une cravate ou quoi. Là, c'était genre, viens comme tu veux. Et alors, des fois, c'était un débardeur et short en sortant de la muscu, ou alors c'était avec mes t-shirts TNA et ma casquette TNA, que elle, par contre, je la mets souvent. D'ailleurs, ça se sent que je les mets souvent. Oh oui, oh oui, parce que je transpire beaucoup, ou je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Bref, mes amis, tout ça pour dire. Première fois que je regarde TNA vraiment en émission télé, et croyez-moi, j'ai pas été déçu. Et c'est ce que nous allons voir dans cette TLR Reviews avec une intro qui fait environ 9 minutes. Oh oui, oh oui. Alors, on commence le show avec un clip pour Bound for Glory, pas pour, un clip résumé de ce qui s'est passé à Bound for Glory la semaine dernière. Alors, en effet, comme plein de gens me l'ont dit, ça avait l'air d'être un très 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 gros show avec 3 gros main events. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que ça me fait déjà direct, ça me fait plaisir de revoir des têtes que je connais. Bon, au début, j'ai noté Dolph Ziggler. Ouais, non, maintenant c'est Nick Nemeth. Des têtes que je connais comme Nick Nemeth, JBL aussi. Même si TNA. Et ça veut dire qu'en fait, je vais pas tout redécouvrir de zéro. Je vais être quand même familier avec pas mal de têtes. Et ça a vraiment été le cas. Oh oui, oh oui. Aux commentaires, d'ailleurs, on a 2 amis personnels très très pareil, ça me fait plaisir de les voir. Matt Rewald, qui était Aiden English à NXT, très bon ami,
c'était un des meilleurs amis de Becky Lynch, et donc en fait, je le connaissais vraiment pas mal. D'ailleurs, vous savez, pour ceux qui regardaient la TLR Stories numéro 1, qui est dispo, j'espère qu'ils vont pas... Ouais, je vous le dis tout de suite, les amis, hein, croisons les doigts, je veux pas le mettre dans l'univers, mais j'espère vraiment pas qu'ils vont supprimer ma TLR Stories 2, parce que en fait, j'avais fait des tests sur mon autre chaîne en mettant juste le match de TakeOver, et ils ont supprimé les vidéos. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'ils vont pas la supprimer. Alors dépêchez-vous, croyez-moi s'il vous plaît, dépêchez-vous d'aller regarder la TLR Stories numéro 2 si vous l'avez pas vu. Hein. Parce que là on approche des 10 000 vues. Mes amis, bon après je l'ai sauvegardé sur l'ordi, y a pas de problème, je la remettrai, mais c'est relou. S'il la supprime et qu'il faut chaque fois la remettre, ça va être relou, il va falloir que je trouve une solution, ou alors la refaire, mais la refaire sans la vidéo ça va être naze. Enfin je sais pas, va falloir trouver une façon. Dans tous les cas, Matt Rewald, Aiden English avait été dans cette soirée du 4 juillet qu'on avait passé avec Becky la veille de ma blessure à la cuisse, comme j'en parle dans ma TLR Stories 1. C'était à Saint-Pete. Je sais pas s'il était déjà avec Shaul Guerrero à l'époque, la fille d'Eddie Guerrero, qui est très séduisante, mais ils sont mariés je crois, mais ouais, je pense qu'ils commençaient à fricoter un peu ensemble, ouais il me semble. D'ailleurs, respect à eux qu'ils soient toujours ensemble parce que c'est dur de garder un couple dans le catch. Hein. Et donc, on a à côté de Matt Rewald, on a Tom Hannifan. Tom Hannifan, pareil, bon pote, qui commentait mon match à TakeOver d'ailleurs. Il commentait avec Byron Saxton et. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, c'était Byron. Attends, c'était Byron ou Tom Hannifan. Enfin bref, je sais que Tom, il a commenté beaucoup de mes matchs à NXT TV. Donc, pareil, deux bons potes. Et je m'entendais très bien avec lui d'ailleurs. On rigolait bien. Il présentait des fois les live events à NXT. Oui. Donc tout de suite, je vois ces têtes-là, je fais waouh, bel esprit. Déjà, content qu'ils bossent toujours, qu'ils aient toujours une paye dans le catch. Oh oui, ça prouve encore une fois, ils sont passionnés, qu'ils s'accrochent. Ça, c'est bel esprit. Parce qu'en fait, dans le catch, vous réussirez jamais si vous accrochez pas, sauf si vous faites 4 mètres de haut ou que vous avez 10 millions de followers sur Instagram. Donc, on commence. Donc, ça fait plaisir de voir qu'ils ont toujours un boulot. Et je me dis, si un jour ou si j'avais la chance d'être backstage à la TNA, ou même d'y rebosser, mais ça serait énorme, parce que je serais qu'avec des potes, ça serait super. Oh oui. Et en parlant de super, donc on commence ce super show avec une promo dans le ring avec Joe Hendry. Et non, c'est Frankie Kazarian. Même moi j'y ai cru au début. Au début j'ai cru qu'il y avait un problème, je vous promets. Hein. Parce qu'il y a la musique Joe Hendry. On voit arriver un mec qui ressemble vraiment à Joe Hendry. Et là en fait je vois en fait en dessous le nom Frankie Kazarian. Mais je me dis non mais il y a un problème là, il y a un bug déjà. Mon premier show TNA que je regarde et il y a déjà un bug comme ça à l'écran. Et après non j'ai compris que c'était Frankie Kazarian déguisé en Joe Hendry pour Halloween. Et c'était franchement très bel esprit. Oh oui. Et donc parce que oui c'est le thème d'Halloween du show au final. C'est TNA Wrestling Halloween Night ou quelque chose comme ça. Alors, en parlant de Frankie Kazarian, mes amis, alors je sais pas si je l'ai déjà rencontré en vrai, en personne. Peut-être partager un vestiaire. Oui. J'ai dû partager quelques vestiaires avec lui en Californie, mais c'était à l'époque, je vous dis, c'était en 2007-2008. Hein, j'étais vraiment un gamin à l'époque. Et un mec comme ça, je lui aurais serré la main, mais genre, j'aurais rien eu de vraie interaction avec lui. Mais, et en fait, j'ai une histoire de Frankie Kazarian qui m'est toujours restée. Quand j'étais en Californie, donc je restais dans l'appartement d'un gars qui bossait avec David Marquez. David Marquez, il a Championship Wrestling from Hollywood, mais je sais pas s'il le fait toujours. Et en fait, ce mec-là, chez qui on restait, avec qui on louait une piole, et ça permettait aussi de payer en même temps. Si tu louais la piole, t'avais capacité de t'entraîner autant que tu voulais. C'est un peu le système qu'ils avaient mis en place. Bon bref. Et ce mec-là, en fait, il m'avait raconté une histoire sur Frankie Kazarian qui, de ce que j'ai entendu, est plus ou moins vraie. Mais c'est pour vous montrer moi l'image que j'ai toujours eu de Frankie Kazarian. Et à l'époque, je débutais dans le catch, donc c'était une histoire qui me semblait ouf. Donc en fait, il m'avait expliqué comment s'était arrêté le contrat de développement de Frankie Kazarian à la WWE. Apparemment, la WWE, l'office l'aimait beaucoup, Frankie Kazarian. Parce que c'est vrai, il a une belle gueule. Le mec, il ressemble un peu à George Clooney. Il est encore mieux maintenant avec l'âge, j'ai envie de dire. Il a encore plus de gueule et plus de physique, bel esprit. Et il est assez bon dans le ring. Et il avait été entraîné d'ailleurs par Jesse Hernandez, un catcheur arbitre américano-mexicain, chez qui je me suis beaucoup entraîné aussi à la Empire Wrestling Federation en Californie. Vous savez les amis, question. Est-ce que vous... Alors bon après il y en a toujours qu'un ou deux qui répondent, donc ça c'est pas, j'allais dire pas assez pour vraiment me donner une indication, mais est-ce que ça vous intéresserait aussi que je fasse des vidéos où je parle de mon expérience indie en France mais aussi à l'étranger, parce que franchement mon expérience indie américaine est quand même vachement j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Premier match aux États-Unis c'était contre Willie Mack par exemple. IWF, Empire Wrestling Federation avec Jesse Hernandez. J'ai vécu dans le même appart que X-Pac. J'ai fait à manger à X-Pac un jour.
C'est un truc de ouf. À Sean Waltman, je lui ai fait une farita au poulet. Il avait trouvé super bon d'ailleurs. Ben voilà, je veux dire, c'est pour vous dire, j'ai eu la chance dans ma carrière, et je continue à l'avoir, d'avoir une carrière de ouf avec des événements de ouf. Mais d'ailleurs, n'importe quel gars qui voyage à l'étranger, il a ce genre de truc. Et même en France, on l'a, mais ouais, c'est pour vraiment faciliter les expériences et la carrière extraordinaire, il faut voyager. Il faut se donner à fond. Oui, oui. Et donc, ce mec-là m'avait, chez qui on louait une chambre à San Bernardino en Floride, en Californie. San Bernardino. Waouh, c'est quoi qui disait ça? Non, mais ça c'était très méchant, mais c'est pas. Qui m'avait dit ça? C'était les Californiens. Je sais plus qui, un des catcheurs californiens m'avait dit. Euh, il m'avait dit San Bernardino, c'est. Alors attends, c'était quoi le truc? C'est les aisselles de la Californie ou alors le trou de balle. Un des trucs, hein, comme ça, parce que c'était assez ghetto, hein, encore plus où on restait. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai jamais eu de problème. Ouais, remarque. Ouais, enfin oui, j'ai eu une fois un problème, mais c'était pas un problème, j'allais dire, ma vie était en danger. C'est autre chose, c'est que les gens, ils savent pas, enfin bref. Il faut ouvrir les yeux partout là-bas, surtout quand vous êtes en voiture. Sinon, vous risquez, je dis bien, risquez de rentrer dans quelqu'un et après vous commencez à vous prendre la tête tout simplement parce que le gars traverse sans regarder, quoi, tu vois. Et après c'est de ta faute, tu vois. Bon, enfin bref. Et donc, bref, je termine mon histoire. Ce mec chez qui on louait une piole nous avait raconté comment le contrat de Frankie Kazarian s'était arrêté à la WWE. Et en fait, apparemment, donc un jour, il avait été amené sur un Raw ou un SmackDown pour faire un dark match. Et Vince avait bien aimé. Mais seulement, il avait les cheveux longs à l'époque, Frankie Kazarian. Okay, je crois qu'il était à OVW, je crois. OVW ou... l'autre qui était à Earthround HWA, je crois, celle qui était dans le sud, je sais plus. Bon, bref, pas FCW, c'était trop tôt. Et bon, bref, Vince, il voit le dark match, il l'aime bien, et là, il le regarde, tu sais, quand il revient dans le gorilla, il le regarde et il lui fait Alors, comment il lui a dit, je sais plus exactement, mais bon, grosso modo, l'histoire, c'est Vince regarde Frankie Kazarian, et il lui dit je me demande si tu serais pas mieux avec les cheveux coupés, les cheveux courts. Et là, Frankie Kazarian, c'est ce qu'on m'avait raconté, mais j'avais entendu cette histoire de plusieurs personnes, hein, donc c'est qu'elle devait être vraie. Il regarde Vince, il rigole, il fait hey, voilà, si tu me demandes de me couper les cheveux, ou alors si vous me demandez, mais en anglais, ça fait if you ever ask me to cut my hair, I'll quit. Donc grosso modo, c'est non, attends, si tu me demandes, ou si vous me demandez de me couper les cheveux, je démissionne direct, en rigolant, tu sais, mais genre en blague. Et là, apparemment, Vince, genre, il le regarde comme ça. Et il dit au gars à côté, allez, virez-le. Boum. Alors, je vous redis, j'étais pas présent, mais cette histoire, je l'ai entendue plusieurs fois. Donc je me dis, il y a une part de vrai. C'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une part de vrai. C'est peut-être que voilà, ils lui ont demandé, est-ce que tu veux te couper les cheveux? Et Frankie a dit, je sais pas, c'est mon identité, ça machin truc. Et au fur et à mesure, comme il écoutait pas, ils l'ont viré, je sais pas. C'est peut-être comme ça. Mais en tout cas, moi, cette histoire m'a toujours fait tilter, parce que même à l'époque, j'étais gamin, je vous dis, j'avais... c'est 2007. Donc 2007, j'avais 26 ans. Attends, je dis pas de bêtises. Non, même pas, non, je suis fou, j'avais 23 ans. Oui, 23 ans, même pas, ouais, 22, 23 ans. 23 ans, c'est ça. 23 ans, et moi là j'entends ça. Oui, parce que je suis de 84, donc plus 7, ça fait... Ouais, c'est ça, 23 ans, j'arrive plus à compter. Et donc j'entends ça, mais je me dis, mais waouh, comment tu peux répondre comme ça à Vince McMahon? Tu vois, je veux dire... Waouh, tu vois, et c'est mon cerveau comprenait pas. Et maintenant, avec le recul, je peux pas dire que je comprends, mais je peux le visualiser. Que quelqu'un, un jour, tu sais, il a une belle carrière indie, il a fait TNA, etc. Il arrive et se signe à la WWE, tu sens que l'office t'aime bien. Vince te dit, hey, tu veux pas te couper les cheveux? Et je fais, Vince, comment, si tu me demandes de me couper les cheveux, franchement, je démissionne, mais tu sais, avec un clin d'œil. Et Vince le prend mal et il te vire. Bon, oui, ça, je peux le voir arriver. Oui, oui. Bon, allez, bref, la longue intro pour ce segment. Et après, je vous dis franchement, je regarde juste le temps parce qu'en fait, voilà, là où il y a ma main, il y a le temps, le minuteur sur la vidéo que je filme. Là, on en est déjà à 19 minutes. Et donc, bref, ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'anecdotes dans cette review. Elle va peut-être faire plus d'une heure. Mais au moins, vous êtes prévenus. Et moi, ça me fait plaisir parce que franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce show. Et bon, autant le dire tout de suite, je sais pas si je vais le faire régulièrement, TNA, mais j'ai bien envie. Et surtout que niveau planning, ça m'arrange plus de faire une review le vendredi que le jeudi. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez, mes amis. Surtout considérant que le dernier AEW ne m'a pas franchement motivé et qu'ils font des pay-per-view de 4 heures et que c'est vraiment trop long, 4 heures. Alors, franchement, Frankie Kazarian fait une très belle parodie de Joe Hendry.
Il se fout bien de sa gueule, ça m'a bien fait marrer. Joe Hendry arrive, et lui je l'avais vu à NXT Great American Bash, donc je vous renvoie à la review de Great American Bash, parce que j'ai pas envie de tout répéter de ce que j'avais dit de Joe Hendry. En fait, le truc, il a trouvé son truc. Il a trouvé son look, il a trouvé sa gimmick, il a trouvé sa vibe, et ça lui a fait faire une énorme connexion avec la foule, et ça, c'est très très bel esprit, parce qu'il bosse très dur sur les réseaux sociaux et en dehors du catch. Oh oui, il distribue des flyers sur le parking, il loue des panneaux d'affiches à proximité des shows WWE, c'est très très bel esprit, il sait comment faire. Et franchement, peut-être un jour, je lui chouerai ça. Mais tout ça pour dire, Joe, lui répond, avec une bonne vanne aussi, en lui disant, bah c'est bien, regarde, là, tu m'imites, c'est bien, en 40 ans de carrière, t'as enfin réussi à être divertissant. Et ça, c'est bel esprit. Parce que on joue dans les côtes, on tire sous la ceinture, mais ça reste en mode catch. C'est bel esprit. Oh oui, oh oui. Et, bon, bien évidemment, Frankie Kazarian n'a pas 40 ans de carrière. J'ai regardé son âge, je crois. Il a 49 ans, si je dis pas de bêtises. Faut que je vois. Ouais, non, attendez. Je l'ai regardé tout à l'heure. Mais alors, Frankie Kazarian. Parce que, justement, je l'ai vu donc il y a un an à Gutcheck en Angleterre. Le mec avait un physique de ouf. Il m'a fait rêver. Il était dans le main event, je crois, avec Chris Sabin d'ailleurs. Ils ont sorti un super match. Super match. Alors, Frankie Kazarian, il a 47 ans, c'est ça, voilà. Ouais, franchement, bel esprit. Mais donc, voilà, il n'a pas fait 40 ans de catch quand même, contrairement à ce que sous-entendait Joe Hendry dans sa remarque. Et donc, on comprend que Joe Hendry s'est fait attaquer par JBL à Bound for Glory et donc il n'a pas pu gagner le titre TNA. Suite à cela, Nick Nemeth arrive sur le ring et nie toute responsabilité vis-à-vis des interventions de JBL et il lui dit qu'il veut donner son rematch à Joe Hendry. Santino arrive avec une musique de ouf, il me fait rêver. La musique d'intro de Santino, elle fait rêver. Il arrive parce que je crois que c'est le general manager de TNA et il lui dit que non, t'auras pas ce match, voilà. Suite à ça, un groupe, alors grosse promo surtout, beaucoup de gens qui arrivent dans cette promo. Il y a un groupe qui s'appelle The System qui arrive. Alors dans le système, il y a Fandango, qui a un autre nom maintenant, je l'ai noté après, Eddie Edwards, sa femme et une autre meuf. Et là, je pense qu'en fait, notre main event est mis en place. Je le sens venir. À la fin de cette promo, ça sera Joe Hendry et Nick Nemeth contre le système. Fandango et Eddie Edwards. Eddie Edwards, très bon pote lui aussi, mais j'en reparlerai plus tard pour le match. Donc, in-ring promo, suite à cela, de Masha Slamovich, et pareil avec The System, mais les deux meufs du système qui sont restées dans le ring. Donc, c'est un peu le prolongement. Longue promo quand même pour débuter ce show. Ça dégénère en baston général, Jordynne Grace arrive, vient à la rescousse, et là, Santino Marella revient, avec une superbe musique d'entrée, oh oui, et rend officiel non seulement un match pour la semaine prochaine entre ces 4 catcheuses, mais également le main event que j'ai annoncé juste avant, entre donc Joe Hendry et Nick Nemeth, contre le système. Oh oui, est-ce que je suis potentiellement fait pour être un booker TNA? Peut-être que oui, bientôt, oh oui. Parce que là, autant à la WWE, j'allais postuler pour être scénariste, mais autant commencer d'abord par la TNA. Parce que TNA, franchement, il y a l'air une bonne ambiance. On le verra en conclusion. Oh oui. Suite à ça, mes amis, nous avons un tag team match. Alors oui, entre First Class et The Rascals. Alors, je sais pas si vous êtes familier avec les noms des mecs ou les noms des équipes, mais First Class, c'était, il y a AJ Francis, j'allais dire le gros porc. Ouais, le grassouillet, le grand grassouillet, là, qui était à la WWE il y a pas longtemps. Et franchement, tout de suite, j'ai peur en le voyant. Parce que on se souvient tous que dans le ring, il est très moyen. Et je suis justement allé sur Wikipédia pour savoir comment il a eu un push comme ça à la WWE. Parce que non seulement il était à SmackDown très rapidement, et deuxièmement, il avait carrément son show là sur YouTube où il allait rechercher des trésors chez des anciens catcheurs, le masque de Kane, la gaine d'André le Géant, enfin voilà. Et le mec, il était sur la route avec Marc-Henry, il interagissait avec la plupart des légendes. Je me disais, yo, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi je comprenais pas pourquoi il avait un push comme ça. Surtout notamment sur les réseaux, parce que franchement, j'ai envie de dire, c'est presque mieux d'être pushé sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'à la télé, parce que plus de gens regardent les réseaux sociaux. Hein. Et donc, la preuve, l'interview de Joe Rogan de Trump qui a fait 40 millions de vues en même pas une semaine, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Et en fait, donc je vois sur son Wikipédia que ce AJ Francis est un ancien footballeur américain professionnel et qui a apparemment fait pas mal d'équipes. Alors ouais, je comprends mieux maintenant le push. Est-ce que c'est mérité? Non. Bon, bref, ce match. Match débute à 300 à l'heure et justement, par mérité ou pas, Francis ne rentre qu'une fois que son adversaire est dans la mouise et pour le tabasser. Donc grosso modo, c'est le petit gars de son équipe qui fait tout le boulot et lui il rentre juste quand il n'y a plus rien à faire. Ça me rappelle quelqu'un, dites-moi, hein?
Quelqu'un qui est à SmackDown, qui a été signé un gros contrat, qui est une catcheuse féminine, qui a un prénom qui commence par Jade et un nom de famille en tant que catcheuse qui se termine par Gilles. Et au milieu, elle prend le bus. Vous mettez un bus. Bref, alors ce match, voilà, c'est dommage parce que la structure était vraiment pas. En fait, c'était pas vraiment un match en équipe. En fait, il y avait beaucoup d'incohérences. Des mecs qui rentrent, ils sont pas légaux. Le tag est pas vraiment travaillé. On sent pas vraiment que c'est une vraie équipe d'un côté. Enfin, il y avait des incohérences. Après, en toute franchise, bon, pareil, on le verra en conclusion. Mais moi, ça m'a rappelé beaucoup l'état d'esprit que j'avais avant d'aller à Impact. Parce qu'avant d'aller à Impact, donc avec Marcus, enfin Mika, on regardait, qui m'a toujours pas répondu, donc je pense malheureusement pour l'instant il n'y aura pas d'interview avec les légionnaires, je sais pas ce qu'il a, peut-être il fait un caca nerveux, bon, enfin, je vais pas forcer à moi, vous savez. Je parlais avec une amie récemment, une très bonne amie américaine, plus qu'une amie d'ailleurs, et très forte connexion avec elle, et hier on en parlait, on disait respect, loyauté, confiance, si tu en perds un, tu perds les trois. Laissez ça mariner en vous. Donc, mais ça me rappelait quand même donc, ce match quand on regardait Impact avec Marcus. On regardait le produit, on se disait bon, comment on va faire pour se démarquer et se faire signer. En fait, quand on voit un match en équipe comme ça, on fait ok, c'est bon, on va bosser en équipe. On va faire une vraie équipe et on va leur vraiment lui donner du catch en équipe. Comme fait FTR, comme fait Young Bucks. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a fait avec Marcus. Peut-être je ferai un jour une TLR story sur mon tryhard match TNA, de mon tryhard tout court. Et vous allez vraiment kiffer, je pense. Hein, parce que vous allez connaître toute l'histoire. Vous allez voir la structure du match. La structure était magnifique. Oh oui, oui. La promo, moi. Le match, moi. Tout était bon. Tout était bon. Et les mecs, ils nous ont signé direct. Oh oui, oh oui. Bel esprit. Bon. Donc ouais, bof, match en équipe, pas mal d'incohérences. Et franchement, je sais même plus qui a gagné. Bah oui, c'est AJ et Francis qui a gagné. Voilà. Ensuite, suite à ça, un autre tag match, mais cette fois six-man tag match entre Josh Alexander et The Good Hands, Judah et Travis, contre Eric Young, Jonathan Gresham et Steve McLean. Alors, je pourrais faire chaque participant un par un, vis-à-vis des anecdotes, mais bon, je vais le faire vite fait. Josh Alexander, jamais vraiment rencontré à part à Gutcheck l'année dernière. Sympa, très pro. Il me connaissait, donc ça allait, ça c'était cool. Il savait qui j'étais. Good Hands, Judas et Travis, un des deux, je crois que c'est Travis peut-être. Il faisait souvent extra à NXT quand j'y étais. C'est un pote à Scott Dawson, ils ont catché pas mal sur les Indies là-bas en Caroline, du sud ou du nord, je sais plus, ou en Georgie, je sais plus. Bon bref, dans le Mid-East peut-être, ou Mid-South, je sais plus comment t'appelles ça. Et très bon catcheur de base, pas trop de charisme. Mais un good hand, comme on dit. En catch, une good hand, c'est un. Comment tu dis en français? Comment il disait Monsieur Jackie? C'était un bon bosseur, je sais plus. Bref, c'est un catcheur. Il est pas folichon, mais il fait le boulot, il fait le job dans le ring et il est intense et il est solide. Donc tu peux le mettre dans n'importe quel match, le match sera potable. Il sera pas exceptionnel, mais il sera bon. Donc c'est bon, c'est ce qu'il faut. Il en faut des good hands dans le catch. Oh oui, oh oui. Et voilà. En face, Eric Young, jamais vraiment rencontré, pareil, mais par contre, je l'avais vu au live event après Gutcheck l'année dernière en Angleterre. Physique de ouf, le mec. Hein. J'ai regardé, il a 44 ans, lui. Il a un physique de ouf. Bel esprit. Bel esprit. Et donc, je vous redis, putain, on voit tous ces mecs-là qui ont des physiques à 44, 47 ans. Yo, parce que justement, j'ai sélectionné un commentaire, là, vous allez voir, vous avez du physique d'Adam Cole. Il est pas méchant, le mec qui a fait le commentaire, hein, il n'a pas eu un taux trop irrespectueux, mais pareil, on va mettre les points sur les i pour que vous compreniez pourquoi je fais pas une fixation sur les physiques, mais pourquoi c'est ultra important, vous allez comprendre. Et bon, bref, et parti de là, regardez un mec comme Eric Young et Frankie Kazarian qui a eu des carrières beaucoup plus belles que Adam Cole. Pourquoi eux se cassent le yonf, ils se cassent le luc à la salle de muscu et pas Adam Cole? Je sais pas, expliquez-moi. Bref, ensuite Jonathan Gresham, très très bon catcheur que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma carrière, dont plusieurs fois à la WS. Il avait catché pour Flash en 2008, je crois, c'est White Storm qui l'avait ramené, Marc Sebir. Il était tout fin à l'époque et après je l'avais revu justement à Impact quand j'y étais et il faisait des tryouts là-bas. Pareil, il avait pris en muscle et il se souvenait de moi, on avait un peu parlé de l'époque WS, c'était marrant. Et Steve McLean, très bon pote. Steve Cutler à NXT, un mec pour qui j'ai beaucoup de respect, franchement beaucoup de respect, ancien militaire, je peux vous dire que lui il en a vu des vertes et des pas mûres en Afghanistan, hein. Et des fois je lui parlais, je lui disais mec écoute frérot, moi je suis français tu sais, mais ce que t'as fait là-bas, déjà bravo et respect et merci, parce que bon même si tu l'as pas fait pour moi, la France, le pays, tu l'as fait en tout cas pour ton peuple et ça je respecte totalement. Et ouais, très, très, très bon gars, mais on sentait que dans la tête des fois il était, j'allais dire pas vraiment là. Ouais, je vous redis, un PTSD, un post-trauma syndrome, je sais pas quelque chose.
dysphoria ou je sais pas quoi. Le PTSD, c'est quand les gens qui reviennent de la guerre ou qui ont vécu des expériences traumatisantes, des fois ils sont plus trop là ou alors ils sont encore dans le trauma quoi. Et je sentais que chez Steve Cutler il l'avait ça. Mais il a l'air heureux avec sa femme qui est Deonna Purrazzo, si je dis pas de bêtises, de son prénom. Je sais que c'est Purrazzo, je sais qu'ils sont ensemble, mais ils ont l'air d'être heureux et ça c'est super. Oh, oui oui. Et donc bon alors franchement c'était un très bon match, hein, j'ai pas besoin de revenir dessus. Et surtout ce que j'ai aimé par contre, il était pas trop long. Et ça c'est top. Franchement c'est ni trop long ni trop court, donc bel esprit, parce qu'en fait gagné par Steve McLean, donc encore plus bel esprit frérot que tu gagnes. Oh oui oui, t'as un bon push. Oh oui oui. Et par contre ce que j'ai kiffé, c'est la longueur, parce que sans être méchant et sans critiquer la AEW, je veux pas devenir cette personne, mais à la AEW ce match aurait duré 5 à 10 minutes de plus. 10 minutes de plus, et j'avoue là ça aurait été dur à digérer. Parce qu'on a déjà eu quand même beaucoup entre les promos, un match en équipe avant ça et tout. Je me sentais pas de mettre 20 minutes dans un match à 6. Après ça, on a un extrait du match à Bound for Glory entre Mike Bailey et El Vikingo. Alors oui, ça semblait être un très très gros match en effet, mais on a vu qu'un extrait. Il me semblait que Vikingo il s'était blessé non, à ce match, mais là ils l'ont pas montré dans la vidéo, donc j'espère qu'il va bien. Suite à ça, mes amis, on a deux singles match féminins, et ça c'est super. Singles match entre Dani Luna et Ash by Elegance. Alors, Ash, qui était anciennement, si je dis pas de bêtises, Dana Brooke à la WWE. Je sais que c'était elle, mais j'étais plus sûr de son nom à la WWE. Il me semble bien que c'était Dana Brooke. Pareil, elle, c'est une meuf que j'ai vu commencer au Performance Center. En 2013, elle est arrivée, elle avait jamais pris la moindre chute de sa vie. Et franchement, je suis très content déjà de voir qu'elle a ultra bien progressé, notamment depuis ses débuts à NXT TV, et surtout qu'elle continue dans le catch, même après la période de WWE. Et ça, vu qu'elle n'était pas une catcheuse à la base, respect, parce que très souvent, et je suis quasiment sûr que c'est ce qui arrivera à Jade Cargill si un jour son contrat de WWE s'arrête, comme Eva Marie d'ailleurs, et qu'elle est pas signée à la EW à un autre gros contrat, elles arrêteront le catch. Et elle, de voir qu'elle continue, ça prouve que finalement elle a pris goût au catch, qu'elle est passionnée. Et ça, je dis respect total, ma chère H. Et respect total aussi, pourquoi? Parce que tu es très séduisante. Putain, à chaque fois que je remue, la chaise donne un coup dans le trépied du portable. Alors, restons bien comme ça. Donc, en parlant de H, on va parler de son adversaire également. C'était un très bon match, hein, franchement. Ils ont eu un très bon match les deux. Dani Luna, je la connais pas du tout, mais elle a l'air vraiment d'être pas mal dans le ring. Et H suit très bien. Et donc, je redis, offre un physique incroyable. Oh oui, oui, bel esprit. Tout à fait mon genre. Et bref, et donc c'est bien, parce qu'on sent quand même que c'est Dani Luna qui a un peu plus d'expérience et qui gère un peu le match. Et H suit, elle prend une bonne chute, elle est bien placée quand il faut, elle a une bonne intensité. Moi je dis bel esprit. Oh oui, oui. Victoire de H by Excellence, c'est logique parce qu'elle a quand même plus le look d'une star. Et là, alors sa petite aparté, mais ça va vous faire marrer. H by Excellence c'est managé par un gars, alors je sais pas son nom en mode TNA, c'est pas quoi son nom devant George, peut-être, George, je sais pas, c'est quoi son nom de personnage, mais ce mec-là, en fait, s'appelle George the Iceman, et il a un podcast sur YouTube, une chaîne YouTube qui s'appelle The Reveal Report. Et ça, mes amis, allez voir. Je suis allé voir tout à l'heure. Attends, je vais pas y retourner, mais. Ouais, non, je vais y retourner. Pas les steaks. Allez, The Reveal Report. Le truc, c'est que le petit coquinou, il a enlevé beaucoup de vidéos qu'il avait. Parce que vous savez, mes amis, si vous pensez que le Bel Esprit Show et que Tom Laruffa est complotiste, Reveal Report, mes amis. Reveal Report, voilà, je vous lis la description de sa chaîne. Regardez, c'est là, hein, c'est. Hop, Reveal Report. Reporting on the esoteric world of the fringe, the occult and the paranormal. C'est-à-dire, grosso modo, on fait des vidéos sur l'ésotérique, le monde ésotérique, de tout ce qui est occulte et paranormal. J'ai adoré. Franchement, j'en ai regardé quelques-unes de ces vidéos. Pourquoi aussi? Parce que il a interviewé des personnes que je regardais à l'époque. J'ai arrêté depuis, j'ai plus le temps. Et puis bon, c'est. En fait, ça me fait délire, vous savez. Enfin, j'allais dire les complotistes. Fuck. J'aime pas utiliser ce mot parce que c'est de la merde. Déjà, primo. Mais deuxièmement, les gens qui se disent insiders des insiders qui savent vraiment ce qui se passe dans le monde, tu les écoutes, ça fait 4 ans que c'est bon, tout va se débloquer. Bon, autant le dire, Q, etc. C'était genre oui, faites confiance au plan, ça va se débloquer et tout. Pour ceux qui connaissent Q, bel esprit, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, pendant un moment, j'ai suivi ça, notamment pendant le COVID. Et en fait, le truc, c'est que tu les écoutes et oui, ça va se faire, ça va se faire, mais en fait, c'est comme tout, c'est encore une fois, c'est une psyop, c'est le genre de truc, c'est on fait espérer les gens comme ça. Quand tu les fais espérants, ils arrêtent de bosser eux-mêmes pour se changer et s'améliorer eux-mêmes. Et bon, bref, et donc en fait, il avait interviewé pas mal une ou deux de ces personnes que je regardais justement, mais c'était pas des gens de Q, c'était autre chose. C'était une meuf encore plus poussée, hein. Oh les amis, oh là là.
Ouh là là, limite, je vais même pas dire son nom parce que si je le dis, je vais être shadowban de partout. Un jour, je le dirai peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. S'il y en a que ça intéresse de savoir le nom de cette meuf, je la placerai un jour en loose day. Je le placerai genre en caché un peu, genre pour pas trop que YouTube capte le truc. Mais voilà, ça pour dire. Et donc, il avait interviewé cette meuf. Et donc, j'étais allé voir son truc et il m'a fait délirer. Et après, j'en parlais avec PJ Black. Et il me dit, mais ouais, je connais, c'est un pote et tout. Il est canadien et tout. Et je fais, ah, et tout. C'est super. C'est super. C'est super. Parce que donc, il avait interviewé cette meuf que je regardais à l'époque. Et qui disait qu'elle avait rencontré Enlil. Non, Marduk, voilà. Marduk littéralement. Marduk dans sa forme humaine et dans sa forme non humaine. Donc, comprenez le truc. Si vous êtes connecté à ce genre de truc, Anunnaki, etc., mes amis, dites-le moi dans les commentaires. Parce que si vous me posez la question, je vous donnerai plus de détails. Oh oui. Mais il faut que celui qui cherche trouve, les amis. Et si vous posez la question, vous aurez la réponse. Mais il faut poser la question pour ça. Oh oui. Bon bref, et donc Ash gagne ce match. Elle est managée par ce George D. Iceman, qui a le Reveal Report sur YouTube si vous voulez aller voir. Mais le petit coquinou, il a enlevé beaucoup de vidéos, il en avait beaucoup plus à l'époque. Notamment certaines avec une interview de cette personne. Cette femme qui dit avoir rencontré et travaillé avec Marduk en personne. Marduk, fils de Enlil, frère de Enki, les deux fils de Anu. Oh oui. Dites-moi dans les commentaires sérieusement si vous connectez avec ce que je dis. Parce que là, si vous connectez, vous me faites rêver, les amis. Oh oui. Allez, avant-dernier truc, on a un segment, on a un singles match entre Lei Ying Lee et Maggie Moore, qui est, je pense, une jobbeuse ou une catcheuse, une extra, justement. Alors, Lei Ying Lee, elle était anciennement à la WWE, je sais plus son nom, c'est une chinoise qui faisait du crossfit, je crois, qui avait été signée en développement NXT. Je l'avais rencontrée à Flatbacks Training. Elle était, bon petit physique, bonne technique, et ça va, franchement, elle avait une présence. Mais par contre, dans le ring, on voyait qu'elle était quand même assez green et limitée. Et donc, j'étais curieux quand même de voir ce match pour voir si elle allait progresser. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, en fait, au début de ce match, on sent que ça va être un squash match pour Lei. Pour Lei Ying Lee, donc la chinoise. Et donc, franchement, je me dis, bon, ça va être à sens unique, elle va la défoncer, elle va placer toutes ses prises et elle va l'exploser. Et en fait, non, franchement, pas vraiment, parce que ça m'a semblé être un match d'entraînement pour elle. Une sorte de test pour voir si elle suit dans le ring. Ça arrive, ça, des fois. Les producteurs, ils vont mettre une sorte d'examen à un catcheur qui veut le pousser, mais qui ne peut pas littéralement aller à un Performance Center TNA. Et ils vont lui dire, vas-y, fais ce match, on va voir ce que tu vaux dans le match. Fais un match de catch, entre guillemets, basique, simple, et voir ce que tu vaux. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai ressenti de ce match. Le truc, c'est que avec le push, l'entrée qu'elle a, je me dis, waouh, elle va faire un squash match, elle va tout exploser. Et au final, non. Au final, ça a été un match avec lock-up, de la lutte et tout, et un match assez soutenu niveau rythme. Donc, franchement, ça m'a étonné. Et bon, ce qui m'a moins étonné, par contre, c'est de voir qu'elle reste toujours très très green, c'est-à-dire pas très expérimentée, franchement. Parce que, à un moment, la pauvre, waouh, j'ai eu mal pour son adversaire. Elle lui fait prendre un ciseau tête carrément, littéralement, en DDT sur la tête. Ça m'a choqué. Hein. Et aussi, elle manque d'assurance dans le ring, ça se sent qu'elle est pas trop sûre d'elle. Franchement, les amis, alors, j'allais dire, je vais pas la critiquer. Oui et non, parce que on n'est pas à la WWE. Elle gagne pas des centaines de milliers de dollars par an, ça j'en suis quasiment sûr. Et d'un autre côté, c'est aussi pourquoi la WWE n'en a rien fait. Alors, rester blessé, ça je sais, mais quand vous êtes limité comme ça à la WWE, eh ben ils vont vous mettre des vignettes, vous allez débuter, après ils vont faire ouais non mais attendez, on nous a menti sur la marchandise, elle est pas si forte que ça, elle est pas si bonne. Donc dans le ring, donc on va petit à petit l'enlever de la télé. Et c'est aussi pour ça qui protège autant Jade Cargill. Parce que contrairement à Jade Cargill, je pense pas que la chinoise avait autant de thunes dans son contrat, mais Jade Cargill a signé son contrat à sûrement plusieurs centaines de milliers de dollars par an, et ils sont obligés de la mettre à la télé. Sinon, parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc c'est pour ça qu'il la protège à donf avec l'équipe, avec Bianca Belair. Oh oui. Et donc, en attendant, victoire quand même de Lei Ying Lee. Franchement, en fait, elle a sûrement un potentiel commercial pour la Chine. Elle a un look de star, ça oui, mais ça s'arrête là. Catch, elle ira tant qu'elle s'entraîne pas à fond, elle ira jamais au niveau d'une Gail Kim, ça c'est clair et net, hein, ou d'une Mickie James, ça c'est quasiment sûr. C'est en fait le catch, on l'a dans le sang en fait. Enfin, on peut le travailler, mais il faut qu'on soit fan de catch et qu'on comprenne et qu'on ait fait l'effort de rentrer dans c'est quoi le catch. Enfin bref, parce que malheureusement je pense pas pour elle qu'en Chine elle avait du catch, ça non. Remarque, il y a du catch en Chine, je crois. Il me semble qu'il y a une petite fédé qui fait du catch en Chine. On me l'avait proposé, mais je pouvais pas parce que le mec il voulait pas me payer le billet d'avion. Je suis non frérot, non quand même pas quoi. Je veux dire, ça serait marrant de catcher en Chine, ouais, ça serait très intimidant. Parce que je crois que ils prennent ton passeport à l'aéroport, ils te le gardent et ils te le rendent que quand tu repars. Ça doit être très malaisant, mes amis.
Et mes amis, on finit par le main event entre JDC, qui est le nouveau nom de Fandango, donc, et Eddie Edwards contre Joe Hendry et Nick Nemeth. Alors ça, c'est un main event high energy avec 4 vrais professionnels. Oh oui, oh oui. Nick Nemeth, alors là, par contre, il semble être babyface, mais il me semble que JBL intervient régulièrement dans ses matchs, donc je comprends pas trop la vibe de Nick Nemeth. Est-ce qu'il fait semblant d'être babyface en mode hypocrite, ou alors il est sincère, et on sait pas trop ce que fait JBL. De ce que j'ai compris de JBL, j'aime bien beaucoup, c'est la vibe, le Lone Ranger, le Lone Cowboy qui intervient quand on le s'y attend pas, et il vient, il a mis une corde à linge et il part. Bel esprit. Et ça vous montre, les amis, encore une fois, que les vétérans, les mecs qui ont de l'expérience, peuvent toujours venir avec des idées qu'on voit pas souvent. Oh oui, oh oui, et ça j'adore. Très bon match par équipe, franchement. Et pareil, là encore, ni trop long, ni trop court. Oh oui, oh oui, et je kiffe. Victoire des Heels, donc de JDC, joueur de la cave, je sais pas, et Eddie Edwards. Et suite à ça, le ton montre entre Hendry et Nemeth, parce que c'est Nemeth qui s'est fait immobiliser d'ailleurs, de la première fois depuis longtemps, selon les commentateurs. Et je pense donc que la TNA construit petit à petit Joe Hendry pour qu'il continue à feuder dans les main events. Parce qu'en fait, voilà, le truc de Joe Hendry, c'est qu'il a un gros potentiel, mais sa gimmick, ça va le limiter très rapidement. Parce qu'on va pas le prendre au sérieux, en fait. Le truc d'être trop babyface, genre I believe in Joe Hendry, les gens qui chantent et qui clapent des mains. Yo, comparez la gimmick de Joe Hendry avec Roman Reigns et vous comprendrez la différence entre un vrai main eventer et un mec qui va peut-être avoir 1 ou 2 matchs pour le championnat, peut-être un règne un jour qui va durer 1 ou 2 mois et ça s'arrêtera là. Ma conclusion, mes amis, ma conclusion sur TNA. TNA Impact Wrestling, la reprise de contact avec le produit, c'est que franchement, TNA, je trouve, a une vibe unique. Je sais pas si vous regardez le produit, mais je vous le conseille de le faire au moins une fois, pour voir et voir si vous aimez. Elle a une vibe unique. Pourquoi ? Déjà parce que la salle plus petite donne une atmosphère plus passionnée aux fans présents, et ça, je kiffe. Ça, franchement, bon, bien sûr, c'est super de catcher devant 15 000 personnes comme à Lyon qui sont chauds bouillants. Mais des petites salles comme ça, pareil, ça devient plus intimiste. Bah, c'est comme ça que moi je faisais les enregistrements à Impact. Hein. C'était le Universal Studio à Orlando. C'était 500-600 personnes max. Et c'était pas mal du tout. On retrouve aussi énormément d'anciens catcheurs WWE. Pourquoi ? Parce que la TNA a pas officiellement d'école de développement. Donc ils ont besoin de mecs qui sont, comme on dit en anglais, TV ready, qui sont prêts à être à la télé demain. Boum. T'as un match télé de 8 minutes, tu vas pas dépasser le temps, vas-y, boum, tu vas bosser la caméra, vas-y. T'as l'expérience WWE, ouais, ok. Ah, tu viens des Indies, t'as jamais bossé pour la caméra et t'étais pas trop sûr pour les temps, bah désolé, on va prendre l'ancien WWE. C'est comme ça que ça marche. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça donne la possibilité en fait à des mecs comme Nemeth, JDC, Ash, By Elegant, Santino soit de se réinventer, soit de trouver un second souffle dans leur carrière. Et ça, c'est oh oui, bel esprit, un peu comme la AEW, mais à un niveau, j'ai peut-être presque envie de dire, plus intimiste et plus libre que AEW, parce qu'AEW, ça reste quand même, d'après ce que je vois, très corporate. TNA, j'ai l'impression que les gens ont vraiment un peu plus de liberté, et ça, je kiffe de ouf, mes amis. Oh oui, oh oui. Et pareil, ce qui est bien, c'est que sur un produit comme ça, un vrai bon catcheur indie trouvera ses marques et brillera comme il se doit, comme un Joe Hendry ou un Mike Bailey. C'est la sélection of the fittest, comme on dit en anglais, c'est la sélection du plus fort. Si vous êtes un bon catcheur indie qui a fait beaucoup de matchs et qui sait bosser un style télé ou bosser une caméra, ou que vous êtes un ancien WWE, bah vous avez votre place sur ce produit. Oh oui, oui, parce que c'est au mérite. Oh oui, ah oh. Et le format aussi est top. Parce que les matchs, ils sont pas trop longs. Il y a pas mal de personnages, il y a beaucoup de gimmicks. Il y a le bon mélange entre vétérans et jeunes, franchement. Et là aussi très important, comparé à hier ce que je disais à AEW notamment pour certains catcheurs, tous les mecs ressemblent à des stars, soit par leur tenue, soit par leur look. Donc franchement, oh oui, bel esprit. Franchement, mes amis, ça a été ultra, une très agréable surprise de reconnecter avec ce produit TNA. J'ai même l'impression d'ailleurs que ça apporte, la TNA apporte un produit qui est là aussi différent de ce qu'on peut trouver à la WWE ou la AEW. Et ça, mes amis, c'est passionnant. C'est passionnant parce que chaque marque a sa vibe spécifique et voir l'état du catch actuellement, oh oui, c'est magnifique. Mes amis, nous touchons à la fin, mais maintenant ça va être le moment du commentaire. Oh oui, pas du règlement de compte, non, quand même pas. Mais quelques explications. Avant ça, donc, bah écoutez, c'est une grosse semaine qui se passe, j'espère que vous kiffez. Demain, review de SmackDown que je ferai depuis Bolène, parce que je prends le train tout à l'heure pour aller à Avignon. Demain, on a un stage et un show à Bolène pour la HCP, Héritage Catch Professionnel. Quoi d'autre bah, dimanche, je verrai quand je ferai la review de Crown Jewel. Bah, peut-être, je pense que je le regarderai le soir même. Et bah, si je suis motivé, je la filme avant de prendre le train pour rentrer à Nice.
Ouais, je me lèverai tôt. Je sais pas, je verrai. Ou alors ça rentre quand je filme quand je rentre à Nice à 2h de l'après-midi. On verra, mes amis. On verra. Attends, j'espère que vous kiffez cette semaine. Un jour, une vidéo. J'espère que vous kiffez toujours les reviews et les anecdotes. Là, j'ai fait exprès d'en mettre pas mal, hein, parce que ça m'a touché le cœur de regarder TNA. C'était pas émouvant, mais j'ai passé une excellente partie de ma carrière à TNA. C'était, enfin, Impact à l'époque quand j'étais. Et c'était très, 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 très bel esprit. Et puis, bah, mes amis, l'heure du commentaire de le ciné de Barney. Bon, ça va, le pseudo est marrant. Alors, ciné de Barney, tu me dis, par rapport à ma vidéo d'hier, justement, tu me dis, je suis d'accord avec certaines choses, mais pour le physique de Adam Cole, je te trouve un peu dur. Tout simplement parce que si on se base sur un physique par rapport à un autre, ben Darby Allin ne battrait personne parce qu'il a le physique limite d'un ado standard qui ne fait pas de sport. Je trouve plus choquant pour moi de voir Darby battre Brian Cage ou Brody King plutôt que de voir Cole battre Matthews. Et puis tu as parlé de HBK. Alors attends, il faudrait que je divise le message en deux. Ouais, attends, bon, je le lis en entier. Et puis t'as parlé de HBK, mais HBK non plus n'a jamais eu de physique impressionnant, si on compare avec Triple H ou Kevin Nash. Mais bref, pour le physique de Cole, je ne te suis pas, car Darby Allin, c'est encore pire. J'ai juste l'impression que ce mec passe son temps à faire des cascades et du skate que de se faire les muscles. Et ça, tu l'as pas mentionné pour le physique de Darby. Ça fait donc une incohérence avec ta pensée du physique d'un catcheur. Eh bien non, mon ciné Barney, tu as totalement faux. Tu as totalement faux. Il n'y a aucune incohérence dans ma façon d'analyser le business et de le vivre, et tu vas comprendre. Déjà, là où il y a, déjà, tu dis une énormité. Désolé, mais c'est une énorme bêtise que tu dis. HBK 80s. Dire que HBK a jamais eu de physique, frérot, t'as fumé. Là, je te le dis tout de suite, hein, t'as fumé. Hein. Excuse-moi, je prends la première photo qui vient. HBK. Après, moi, je parle d'un mec qui fait de la muscu. Est-ce que tu fais de la muscu? Je te pose sincèrement la question, est-ce que tu fais de la muscu? Parce que vu tes commentaires, je pense pas, en fait. Je pense vraiment pas. Si t'es pas capable de voir un mec qui fait du sport, notamment comme HBK, HBK en 1998, à WrestleMania 14 contre Steve Austin, les amis, si lui a pas de physique, je sais pas qui en a. Hein. Oh. Mec, t'as fumé. Et alors pareil. Mais en fait, voilà, si tu fais pas de muscu, mec, me parle pas de physique en fait. Viens pas me parler de physique si tu fais pas de muscu. Tu vas me dire que ça c'est pas un physique. Tu vas me dire que ça c'est pas un physique. HBK a jamais eu de physique. Alors oui, tu le compares à Triple H. D'accord, mais calmos. Moi j'ai jamais dit que tout le monde devait ressembler à Batista ou Triple H. Non. J'ai dit, si tout le monde par contre ressemblait à ça, oh oui, bel esprit. Bel esprit. Ça, c'est un physique. Ça, je vois ça dans le ring, je fais ok, d'accord. Le mec, il a un physique. J'ai peur de lui, entre guillemets. Tu comprends le truc? En fait, je veux pas être agressif, mais c'est, je redis, ta façon de me parler. Genre, oui, t'es incohérent dans tes pensées. Yo, frérot, t'es qui pour me dire que je suis incohérent dans mes pensées? Je catch depuis 20 ans. Calme-toi, toi, t'es juste un mec derrière ton ordi. C'est au calmos, tu vois, je veux dire, me parle pas comme ça. Tu peux me dire, comme au début de ton message, dire, ouais, je suis pas trop d'accord parce que Darby Allin, je le trouve pas avec un gros physique, et là, pas de problème. Mais après, viens pas me dire, genre, ouais, t'es incohérent, ce que tu dis, t'en parles pas comme si, en fait, je m'acharne sur d'alcool et que je veux pas casser Darby Allin. Non, pas du tout, et tu vas comprendre la différence. Mais voilà, ça pour dire, non, et puis même dire que HBK, celui quand j'ai lu ça, je fais, non, mais frérot, t'as fumé. Et puis même Kevin Nash, à la limite, HBK avait un meilleur physique que Kevin Nash. Kevin Nash était grand, mais Kevin Nash n'a jamais été dessiné comme HBK. Et je redis, pour ça, il faut faire de la muscu, il faut prendre du muscle, il faut brûler des graisses pour avoir les abdos qui apparaissent. Et là, tu verras tout de suite un mec qui se sort les doigts d'un mec qui glande rien. Et je le redis, Adam Cole ne glande rien sur son physique, c'est indéniable. Ensuite, je veux voir Darby Allin torse nu. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, l'argument, en fait, tu vas voir, tu vas comprendre. Voilà. Bon. Ça va, sans plus. Allez, ça va. Il a un peu de pec, il a un peu des bras, ça va, ça peut passer. Ça se voit. T'as pas un physique comme ça en glandant. Le mec, il doit quand même faire du sport. Alors peut-être si c'est que du skate, ok, d'accord. Mais en attendant, il en fait. Adam Cole fait pas de sport, ça se voit direct. Bon, bref, tout ça pour dire. Alors, je vais revenir sur ton message maintenant par rapport à Darby et Adam Cole et pourquoi il y a une très grosse différence entre les deux et pourquoi Darby Allin qui gagne des matchs, oui, c'est crédible, mais pas Adam Cole. En fait, c'est très simple. Maintenant, c'est pas juste par le physique, c'est par rapport à leur style de catch. Je t'explique. Darby Allin, il a un style de catch que seul lui fait à EW. Le mec, il met son corps en jeu. En fait, Darby Allin ne brille pas par son catch, il brille par la souffrance qu'il a dans ses matchs. Et par cette souffrance, c'est exactement comme Mick Foley. Comme Mick Foley, bon, même si Mick Foley faisait presque 1m95, Mick Foley contre Undertaker, j'y croyais parce que sa gimmick, c'était d'en prendre tellement dans la gueule que c'est ce qui lui donnait son feu pour combattre des mecs, des géants comme Undertaker ou Kane. Ça, c'est le premier truc. Darby Allin, lui, sa gimmick, c'est que, son style de catch, c'est que il catch et il met son corps en jeu. Et parce qu'il met son corps en jeu pour les fans acceptent beaucoup de lui et acceptent le mec peut être un héros
momentané qui bat des géants. Point barre. Adam Cole catch comme un poids lourd. Il catch comme un cogneur, un dur. Aucun rapport en fait. Si Adam Cole prenait les chutes d'Darby Allin, là j'accepterais. Là, enfin, ça serait acceptable qu'il n'ait pas de physique. Oui. Mais là, non, il y a trop de lumière, je remets les lunettes. Le truc c'est ça, c'est Adam Cole catch comme si c'était, je redis, c'est le même exemple qu'avec Pete Dunne qui essaye de soulever Sheamus et qui arrive d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun rapport, il faut rester logique. Darby Allin, je le vois jamais par exemple faire des superplex à Brody King. Non, par contre il va se jeter sur lui du haut de la troisième corde. Il va mettre son corps en jeu, il va prendre des chutes de ouf. Ça oui, c'est aligné avec son catch. Si Adam Cole avait le physique d'un pilier de barre de 40 ans qui a jamais fait de sport de sa vie, non, alors, si Adam Cole avait le catch, pardon, c'est ce que j'ai dit, je sais plus. Si Adam Cole avait le catch in-ring d'un pilier de barre de 40 ans qui fait plus de sport de sa vie, là oui, ça irait, ça serait les gimmicks et son style de catch seraient alignés avec son physique. Mais non, là maintenant, le mec, il fait des Canadian Destroyer, il fait des super kicks, il fait des body slam et tout. Non, frérot, avec ton physique, tu devrais soulever personne dans le roster, sauf si le mec est plus léger que toi. Alors oui, à la limite, Adam Cole qui fait un body slam à Darby Allin, là oui, ça oui, d'accord. Mais je vous redis, en fait, tu commences à capter la vibe. C'est pas juste une question de physique, c'est une question d'ensemble. Si tu veux faire le tough guy mais que tu ressembles à rien, dégage. Darby Allin, il veut pas faire le tough guy. Darby Allin, il le dit lui-même, il se déteste, il met son corps en jeu et sa souffrance lui donne cette force qui lui permet de passer des montagnes. C'est bon, la gimmick est établie et ça le fait. C'est comme Mankind qui souffrait parce qu'il se détestait et par cette souffrance, il trouvait la force de combattre des géants comme Kane et Undertaker. Adam Cole, il arrive, il se la pète, il dit les amis, c'est moi le meilleur, je suis le meilleur à la AEW et je vais tous vous battre. Et je vais battre MJF. Qui MJF a un physique, un look, un charisme, il a des meufs magnifiques qui lui font des massages, oui, en gimmick. Et promo, il peut tout faire voltige. C'est frérot, Adam Cole, t'arrives même pas à la cheville d'MJF. Et sur ce mini, alors c'est pas vraiment un jeu de mots, c'est pas gentil pour la blessure d'Adam Cole, mais vous avez compris. Non, Adam Cole, il a des années-lumière, mais en arrière de MJF. MJF est 10 000 fois, mais 100 fois mieux qu'Adam Cole. Hein. Le débat n'est pas possible, mes amis. Oh oui. Allez, mes amis, on en a combien? Combien? 51? Oh, ça va, 50 minutes. Je pensais que j'allais faire 1 heure. Allez, 50 minutes de review, mes amis, pour cet épisode de TNA Wrestling. Oh oui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous donnerez une chance à TNA. Ça vaut le coup de le regarder. Croyez-moi, cet épisode était franchement pas mal. Enfin bon, il n'y a pas que du bon, hein, mais ça va, ça allait dans l'ensemble. Alors après aussi, je suis honnête. Est-ce que c'est l'excitation de connecter avec un nouveau produit? Je sais pas. Parce que c'est un peu ce que ça m'avait fait avec AEW. Premier show, j'ai fait, waouh, c'est super, il y a plein de nouveaux trucs. Et au bout de 3 mois, je commence à dire des fois, fou, là, allez, encore AEW Dynamite. On va voir, mes amis, on va voir. Peut-être, je vais voir peut-être si la semaine prochaine, est-ce que j'ai le temps? Qu'est-ce que j'ai la semaine prochaine? On est le combien? On est le 9? Oui, j'ai qu'un truc à Marseille le samedi. Je pars samedi matin, je rentre samedi soir. Allez, peut-être je ferai TNA la semaine prochaine, ouais. Peut-être, on va voir, peut-être, allez, je ferai NXT, ça oui. Et peut-être TNA. Et est-ce que je ferai AEW? On verra, mes amis. On verra. En fonction de SmackDown demain et en fonction de Crown Jewel, je prendrai la décision. Est-ce que la semaine prochaine, je vais pas zapper Dynamite, la review, et faire plutôt NXT et TNA? Dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de la chaîne. Abonnez-vous, likez, mettez la cloche. Oui, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et gardez, mes amis, le bel esprit. Aouh.